C'est un faire-valoir, c'est une marionnette qui est là, qui est en train de chauffer les sièges des Kabila. Moi, je ne pense pas que je suis une marionnette. Le vote qui aura lieu en 2023 ne sera pas un vote électronique. Heureux de vous retrouver sur ce plateau de Bomoko Télévision à travers votre émission Vers les élections consacrée au processus électoral en RDC. Débutons-en avec notre première rubrique News électorale. C'est parti. La nationale indépendante a convoqué l'électorat pour la présidentielle de 2023. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a martelé sur les conditions à travers lesquelles qui justifieront la réception de certaines candidatures. Il s'agit de l'âge, il s'agit aussi de la nationalité congolaise d'origine, la jouissance des droits civils et politiques, un diplôme universitaire ou l'équivalent d'un cursus en politique. Il faut être électeur, se faire enrôler et identifié pour valider sa candidature à la présidentielle de 2023. Autre sujet d'actualité électorale, le bureau de la Commission électorale nationale indépendante a reçu en audience la délégation de la coalition des démocrates conduite par Jean-Lucien Boussa. Les deux partis ont discuté sur le déroulement de l'enrôlement des électeurs, les ratés enregistrés durant l'enrôlement des électeurs, mais aussi sur le dépôt des candidatures au niveau des législatives nationales et provinciales. Les deux partis ont également discuté sur la convocation de l'électorat pour la présidentielle de 2023. Au Gabon, la présidentielle controversée est désormais conjuguée au passé. Oui, parce que le nouveau président de la République, le président de la transition, Brice Oligui Nguema, a prêté serment devant plusieurs personnalités gabonaises et aussi étrangères. Le nouveau président du Gabon annonce la libération des prisonniers politiques, le rapatriement des exilés politiques, bien entendu. Une réconciliation est prévue, mais aussi l'organisation prochaine des élections, mais le délai de la transition n'est pas encore fixé. Voilà tout pour les news électorales de ce jour. Place à la deuxième rubrique de notre invité, à la deuxième rubrique de notre émission, l'invité. Nous allons le recevoir. Qui est-il? Il s'appelle Mike Gardi Diana. Il est expert en communication stratégique et marketing politique. Il est chroniqueur politique et économique. Je tiens à préciser que Mike Gardi Diana a aussi presté en tant que journaliste. Je vais le recevoir sur ce plateau. Mike Gardi Diana qui va avancer. Okay. Monsieur Mike Gardi, bonjour. Bonjour Alain, merci. Comment allez-vous? Je vais très bien, pas plus que vous. Ouais, Mike Gardi mieux en forme que moi. Ouais, très en forme, surtout avec les news électorales. Une question d'entrée, lorsque vous observez ce processus électoral en RDC, pensez-vous que la CENI est sur la bonne voie? Je pourrais retourner la question dans l'autre sens. Est-ce que jusqu'à preuve du contraire, cette CENI a déjà fait quelque chose qui sort du cadre réglementaire? Je crois que cette question-là, on aura beaucoup du mal à pouvoir y répondre, mais les gens le savent que les élections, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un processus, c'est un mécanisme politique. Au-delà de son caractère technique et spécifique, c'est un mécanisme politique qui exige, au-delà de dimensions techniques, les considérations d'ordre politique. Je crois que à ce stade ici, aussi quand on parle de réalité encore de l'action de la CENI, les gens doivent faire la part de choses entre ce qui peut être considéré comme étant de contraintes légo-techniques, qui sont de l'essor et de la responsabilité directe de la CENI. Il y a des contraintes d'ordre politique qui ne relèvent pas forcément de la CENI. Exemple, le contexte sécuritaire dans l'Est, ça empêche la bonne tenue des élections dans certaines zones de la République, mais la CENI ne peut rien en tant qu'organe technique sur les questions électorales. Et dans ça, il faut faire la part de choses, mais si la question est sur la CENI, je crois que cette CENI-là, qui a commencé timidement avec beaucoup de difficultés et de ratés, nous a prouvé à suffisance que c'était un bureau assez responsable qui tenait compte
non seulement de revendication des réclamations, mais aussi qui s'est donné le devoir de pouvoir corriger progressivement ce qu'il fait. Un bureau responsable fustigé par la SENCO. Quand vous parlez de fustigé par la SENCO, je veux vous dire une vérité, c'est que la paume des discordes entre la SENCO et la CENI actuelle commence depuis l'élection de membres de ce bureau. Okay. Je veux vous rappeler ici, c'est vrai que les gens n'aiment pas l'entendre, mais la SENCO s'est vue presque amputée de sa responsabilité parce que s'estimant être, en fait quand je parle de la SENCO, je vois directement l'Église catholique, la confession religieuse Église catholique, qui aussi avait amené un candidat qui malheureusement n'a pas été élu. On peut se poser beaucoup de questions autour de cette candidature, Cyril Ebotoko, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Quand on a eu le premier processus rejeté à tort de Ronsard Malonda, quel a été l'argument qui a fait que Cyril Ebotoko soit évincé et que Ronsard reste presque seul l'élu? C'est parce qu'on s'est rendu compte que c'était un candidat aux élections précédentes sur la liste de la Mouka, particulièrement le parti de, je crois, Jean-Bertrand Ouanga. Comment ça se fait que quelqu'un qui a été frappé d'inéligibilité lors du premier processus, on revient dans l'élection qui a vu Denis Kadima être élu, l'Église catholique ramène le même candidat tout en sachant que il y a un quoi, il y a un hic. Mais lorsque Cholet parle de l'inclusivité, du caractère inclusif du processus, la transparence, mais aussi la révision du fichier électoral qui n'a pas vraiment rencontré les attentes de l'opposition, ne pensez-vous pas qu'on peut jeter du discrédit sur ce processus? Du discrédit, je crois que traditionnellement, c'est un élément que le Congolais ont collé au processus électoral, dans le sens où, quand vous parlez par exemple du fichier électoral, j'aime souvent rappeler cette question, c'est que les contraintes légales pour pouvoir contraindre la CENI à aller à une audite du fichier externe n'existent pas. Ça, c'est une question de loi. Je crois que si on veut avoir une mainmise sur cette question, il faudra l'insérer dans la loi, dans la prochaine loi électorale. C'est un fait de gestion où, puisque, comme je viens de vous le dire, les élections font partie de ce mécanisme politique et qu'il y a un droit de regard et il y a un contexte sociétal qu'il faut mettre dans le processus électoral, la notion de l'inclusivité est presque sacrée, je veux le dire. Mais qu'entendons-nous par inclusivité? Est-ce que l'inclusivité, c'est forcément de voir des politiques, pour des raisons X ou Y, dicter leur loi à cette CENI, sans pour autant revenir sur le bon sentiment et décortiquer les questions froidement? Qu'est-ce qu'on reproche à l'audit de ces fichiers externes? Je rappelle que cet audit du fichier externe a permis d'élaguer au moins 4 millions, des doublons et des mineurs. Des doublons, bien sûr. Et au-delà de ça, il y a eu déjà un précédent audit interne qui a permis à la CENI de pouvoir voir clair et avant de se faire valider par l'audit externe. Cet audit externe, comme on le dit parce que c'est un fait de gestion, il faut que ça soit externe, c'est-à-dire un regard externe qui permet de voir ce que vous n'avez pas pu voir en interne. Quelle a été la meilleure solution? L'OIF, qui a l'habitude de le faire depuis un certain moment, a subi deux revers. D'abord, la clameur publique, les gens qui ne voulaient pas, du fait que le président de cette commission qui devrait auditer était également rwandais. Mais au-delà de ça, il y a eu un problème de délai. L'OIF, la CENI n'a pas refusé, mais l'OIF a rejeté cette proposition. Pas aussi forcément, je crois que c'était une fuite en avant, parce que les discussions avaient commencé bien avant. S'il fallait dire non, ça pouvait être dit bien avant que les différentes commissions se mettent en place pour discuter. Je crois que ça a été fait après que le Congolais ait déclaré non grata le personnel rwandais. Face aux contraintes temps, face aux contraintes légales, que devrait faire la CENI? Cette CENI a agi en responsable. C'est quoi être responsable? On lance un appel à candidature. C'est-à-dire que, au même titre que l'OIF, je rappelle encore une fois de plus, un cabinet spécialisé d'audit, spécialisé uniquement sur les questions électorales, n'existe pas. Ça veut dire qu'on fait un consortium d'experts qui font un travail et qui le rendent au nom d'une institution, source de crédibilité. Très bien. Et ce qui fait que, face à cette contrainte-là, si l'OIF a dit non, vers qui doit-on courir? L'Union européenne ou autre, ça nous prendra du temps et on risque de subir le même revers, c'est-à-dire qu'il risque de nous imposer le même argument du contrainte temps. Et parce qu'on parle du processus électoral, mais pourquoi Gardi Diana n'a pas été candidat? Parce que je crois que j'ai encore beaucoup de travail à faire en tant que communicant ou communicologue. Et croyez-moi, je pense que il me faut beaucoup de temps avant de pouvoir entrer en politique. Est-ce qu'il faudrait d'abord avoir une base ou Ça n'a rien à voir. La base, pour quelqu'un qui conseille, qui travaille dans l'ombre de beaucoup de politiques,
je peux me constituer une base en une année et parfois sans moyens. En une année. En une année. Une grande base. Une très grande base. Capable de... À Kinshasa ou en province. Le bonheur avec moi, c'est que je me sens à l'aise à Kinshasa, partout chez moi. Et le bonheur, c'est que j'ai presque vécu dans différentes zones. Je suis natif de Massina. Là-bas, naturellement, les gens s'identifient à moi. J'ai vécu longtemps à Lingwala où j'ai beaucoup d'amis et presque une grande communauté. Actuellement, je vis en Ngaliema où c'est presque pareil. Donc, ça veut dire que c'est à moi de choisir et je peux même faire le choix de retourner chez moi au village, dans le Bandundu. Quitte à moi de le choisir. Mais je crois qu'ici, le processus électoral, le regard que moi j'ai sur la vie politique, je pense qu'il faut attendre un peu. Qu'est-ce que j'attends? J'attends que la crasse passe un tout petit peu. J'ai jamais eu honte de le dire. Le Congo, la plus grande difficulté de la politique congolaise aujourd'hui, c'est qu'on vit une période de misère intellectuelle. Dès lors qu'on est dans la misère intellectuelle, il est difficile de pouvoir avoir une politique basée sur les idées. Aujourd'hui, le Congo est un État qui compte encore sur la providentialité, des individualités, des gens qui ont des bonnes intentions, mais le système est tellement pourri que ça rend les choses compliquées. Merci beaucoup. Je ne pense pas que c'est le fait que je sois député qui va résoudre ça. C'est un mandat collectif. Je peux avoir toutes les bonnes intentions du monde. Tant que je ne suis pas dans un système, peu importe la position de loi que je ferai, cette majorité va le mettre de côté. Merci beaucoup, Gardiana. Mettez-vous, prenez place. Ah, merci. Sentez-vous chez vous. Ah, je suis resté debout quand même pendant longtemps. Voilà. Alors, Gardiana, on était en train de parler du processus électoral avec notre premier sujet, si la CENI est sur la bonne voie ou non. Vous avez donné assez d'explications, assez d'amples explications. De manière directe, je crois que cette CENI est sur la bonne voie. Très bien. Directe. Alors, est-ce que Gardiana a dans sa tête une candidature à soutenir à la présidentielle, aux législatives nationales? Jusque-là, non. Aucun candidat à la présidentielle. Il y a Félix Tshisekedi, il y a Moïse Katumbi, Matata Ponyo, Délice Sanga, il y a même le docteur Mukwege. Ce ne sont pas des gens qui... Le problème n'est pas parce que j'estime qu'il n'y a pas des hommes intelligents, mais le problème c'est parce que j'estime que c'est vraiment pas le moment pour moi de pouvoir choisir, parce que malheureusement je ne peux pas poser de questions. S'il faut que je choisisse un candidat maintenant, je vais le choisir sur base de quoi? Mais sur base des résultats sur le terrain? Non, mais quand vous parlez des résultats sur le terrain, vous parlez d'un seul candidat, de Félix Tshisekedi, qui est en plein exercice. Mais il faudra que j'ai eu la marge de manœuvre, j'ai eu le temps de suivre les différentes offres mises à ma disposition. Je peux pas, c'est très compliqué de croire que je peux décider. J'ai eu une petite idée en fonction de ce que j'ai comme candidature, regard du background de tout un chacun sur le plan politique. Mais le choix d'un candidat, je crois que je le ferai au moment opportun, quand j'aurai le temps de confronter les offres politiques que proposeront ces candidats. Je reviendrai peut-être sur ces plateaux pour vous dire qu'Alain Kachala, j'ai fait mon choix, même si le vote est secret, je ne saurais pas le dire sur un plateau de télé. Mike Gardiana, il y a Martin Fayulu qui s'est retiré du processus. Aucun de ces cadres n'a pu déposer sa candidature au niveau des législatives nationales et provinciales. Pensez-vous qu'il s'agit là d'une erreur politique ou d'une stratégie qui mérite vraiment son pesant d'or? Je suis de ceux qui estiment depuis toujours que la plus grande difficulté, la plus grande maladie de l'ECID, pas de la MOUCA, de l'ECID, parce que Martin Fayulu était, ou je peux dire encore par présomption, est devenu le visage de l'opposition à RDC. Après les élections de 2018, il y a eu une forme d'empathie et d'adhésion de la population congolaise vers sa personne, vers le candidat qu'il était. Mais malheureusement, il y a eu une mauvaise gestion de ces acquis. Pourquoi? Parce qu'on est resté sur les éléments traditionnels, alors que j'ai l'habitude de dire aux gens, dans le contexte politique, il faut savoir faire évoluer son discours, il faut savoir rester cohérent et lucide. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est quelqu'un de très intelligent, un économiste que moi j'aime beaucoup, regarde son passé, mais politiquement, il a manqué de gens autour de lui capables de lui apporter le conseil nécessaire pour que finalement il puisse consolider et travailler sur son électorat, au lieu de travailler sur, j'ai envie de dire, sa stature politique. Il a beaucoup plus travaillé sur lui. Et à force de pouvoir tourner les choses constamment vers soi, on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Il y a une phrase que j'aime aussi répéter aux gens, c'est que parler est un besoin, oui, mais écouter est un art. Quand on est un acteur politique, la plus grande valeur intrinsèque, à mon sens, c'est savoir écouter. Quand on écoute, on sait comprendre. Quand on sait comprendre, on sait interpréter. Malheureusement, c'est la maladie de beaucoup d'acteurs politiques, ce qui justifie qu'autour d'eux, regardez quels sont les gens qui devraient être, je dirais, les ouvriers de première heure.
les conseillers en communication sont presque jamais écoutés. Mais ne pensez-vous pas qu'il avait raison à tout moment de rappeler à l'opinion que c'était lui le véritable vainqueur des élections de 2018 et que Félix Tshisekedi aurait conclu un accord avec Kabila pour lui arracher la proie près de la bouche? Je ne veux pas remettre en question le fond de son message. Ce que je remets en question, c'est la narration. Ce que je remets en question, c'est aussi... Parce que vous parlez de la stature, il s'est dit, c'est lui le véritable président élu. Mais c'est justement ça. Les Congolais ne sont pas dupes. Entre dire que je suis le président élu et être le président élu, c'est deux mondes complètement différents. Il y a une part de choses. Et puis, j'aime dire aux gens, le Congolais d'aujourd'hui, c'est un Congolais avec le recul qui ne prend pas suffisamment le temps de pouvoir analyser sur le genre. Le Congolais est quelqu'un qui est dans le jugement fast, qui juge très facilement et très rapidement. Et quand on voit, on dit, bon, un homme intelligent, il y a eu des élections, il y a eu passation de pouvoir entre le sortant et l'entrant, il y a eu prestation de serment, il y a même l'exercice au quotidien de l'État qui s'effectue. Comment quelqu'un peut continuer encore à rester dans ce qui peut paraître un rêve pour le gens? Je peux vous dire, dénoncer qu'il y a eu tricherie aux élections de 2018 sans forcément tomber dans cette forme de scénarisation du jeu politique. Je ne veux pas jouer un rôle parce que le feu Etienne Tshisekedi Mbappé à son âme a joué ce rôle-là. Lui est allé même plus loin à prêter serment dans son bureau. Mais en fait, quel a été le résultat? Il ne faudra pas avoir l'habitude de commettre les mêmes erreurs. Il ne faut pas polycopier les stratégies politiques. Et s'attendre à des résultats différents. Heureusement que, vous le savez, on ne peut pas faire la même chose dans le même contexte et s'attendre à des résultats différents. Mais je crois qu'il devrait faire évoluer son discours. Il devrait faire preuve de l'homme intelligent qu'il est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, écoute, il y a eu élection, il y a eu tricherie, ok. On est déjà à plus de 2 ans. Maintenant, le problème, c'est que reste son focus. Il pouvait même établir un baromètre. C'est-à-dire que je fais, moi, le travail en tant qu'opposant de répertorier non seulement les grandes lignes du projet de campagne de l'autre candidat, je reviens dans le meeting, je reviens dans la stratégie de communication populaire pour décortiquer point par point et dégager les points faibles essentiellement sans faire focus sur le point fort. C'est ça la stratégie en fait. C'est-à-dire que je continue à dire qu'il ne méritait pas cela, mais je le dis différemment et j'évolue et j'explique à la population que je ne suis pas juste une marionnette qui joue un rôle, mais je suis plutôt un homme lucide et cohérent qui sait que le vin est tiré, il faut le boire, mais maintenant, il faut se préparer pour les prochaines échéances. Et à force de tenir un même discours, à force de garder les mêmes éléments de langage, on paraît devant les yeux de l'opinion de l'électorat comme étant une personne programmée à un robot. Quand on a l'habitude de caricaturer tes discours, facilement les gens se perdent. C'est justement cette stature-là qui a fait qu'aujourd'hui, vous verrez que les gens comme Matata Mponyo peuvent se prévaloir d'un suffrage au milieu de Congolais. Exactement. Le fait qu'il arrive, il fait le choix intelligent d'intégrer la grande casserole de ce qu'on peut qualifier des cadors de l'opposition. Il y met de la réflexion. Il y a lui et Délice Samba qui brillent depuis un certain moment. Ils y mettent de la réflexion, ils attirent l'attention de gens et les gens commencent à le regarder tout en se basant sur des faits de projecteurs venus de quelqu'un d'autre. Un peu comme lui, Martin Fayulu, à l'époque en 2018, c'est-à-dire c'est le même système. Les faits de projecteurs des autres, les autres ont permis à ce que tout le monde braque le regard sur lui, mais après il fallait travailler, il fallait le consolider, c'est le travail qu'il n'a pas fait. Et je crois qu'aujourd'hui il en a laissé les plumes, il a perdu beaucoup de son électorat, mais je crois que je vais lui dire la vérité, c'est que quand on a eu un passé pareil, rien n'est perdu. Il y a encore du temps. Question de vous entourer des spécialistes. Pensez-vous que malgré qu'il n'a pas pu aligner les candidats au niveau des législatives, il peut rebondir au niveau de la présidentielle? Je crois qu'ici, au niveau de la présidentielle, il y a un problème. J'ai parlé des éléments de langage et c'est comme je vous dis, les Congolais jugent les gens facilement et on en a fait une ligne dans les débats publics. Ça sera difficile pour lui. Parce que, rappelez-vous, quand il a dit ou quand il a demandé aux sympathisants, aux membres, aux cadres de sa formation politique de ne pas présenter des candidatures, il y a eu des dissensions en interne, notamment à Dossou-Bassi. Pourquoi? Parce que c'était une décision unilatérale qui n'a fait l'objet d'aucune réunion en interne de la formation politique. Et on n'a pas su, c'était un problème qui dérangeait les ambitions personnelles des différents candidats. Si aujourd'hui, lui, se positionne, il va poser sa candidature comme étant président de la République, ça veut dire qu'il le fera au détriment de sa base. La plupart de ces généraux qui sont derrière, personne ne va le suivre. On dit donc, tu as fait taire nos ambitions personnelles pour le même processus où pratiquement rien n'a changé.
pour que finalement vous reveniez à la raison, ça créera la frustration et ça risque de créer aussi une implosion en interne dans sa formation politique. Je crois qu'aujourd'hui, il est dans une phase où il ne peut plus se contredire. Dommage. Et je crois aussi que s'il y a une formation politique qui ne devrait pas emprunter ce chemin, c'était le FCC. Malheureusement, à mon sens, ça fait partie de la stratégie, mais je ne pense pas que ça soit une bonne stratégie. Pourquoi? Parce que je prends l'exemple, quand je parle du FCC, c'est un regroupement politique né dans le pouvoir. Exactement. Le PPRD est un parti né dans le pouvoir. Ça veut dire que le premier test de grandeur nature, c'était de voir à des gens qui estiment que vous avez perdu la crédibilité auprès de la population. Le problème n'est pas de gagner, le problème c'est de prouver aux gens qu'on a encore une base, on a des gens qui croient encore à notre projet, croient en nous, et ça peut s'exprimer que par le suffrage. Allez, pas forcément dans l'idée de gagner, mais au moins prendre part à la gestion de la République. Quand vous décidez de faire la politique de la chaise vide, qu'on a reproché depuis trop souvent à l'UDPS de Etienne Tshisekedi ou à Moulumba, vous retombez dans le même travers et vous donnez justement raison à ces langues qui estiment que le PPRD aujourd'hui n'est pas un parti qui peut prétendre parler au nom de la population dans la mesure où ils ont été aux affaires, ils ont été vomis et même la prétention de dire qu'il n'y a aucun Congolais qui peut croire encore en ça. Malheureusement pour une famille politique, c'est presque s'enfoncer dans, pas la tombe, mais dans une caverne, en fait. Dans une caverne. Très bien. Gardi Diana, on va rebondir sur ce sujet, sur la CENI, parce qu'il y a eu un processus mitigé, critiqué, celui des Nanga de 2018. Pensez-vous qu'avec le processus, le fichier électoral Medine, Denis Kadima et son équipe, nous aurons des élections les plus crédibles et transparentes de l'histoire de notre pays? Moi, je ne sais pas le dire. Déjà que je ne suis pas le genre des gens qui qualifient les infractions, les faits avant les actes, on ne saura pas le dire parce que le processus continue son bonhomme de chemin, mais les élections ne sont pas encore arrivées. Il faudra attendre que ça arrive parce qu'au bout de quelques minutes, moi, il suffit de 2-3 trucs faits pas convenablement pour que finalement l'ensemble du processus puisse être capoté. Mais jusqu'ici, je crois fermement, au regard de ce que j'ai vu, parce que j'étais le premier à critiquer cette CENI, notamment dans l'opération d'enrôlement. D'enrôlement avec des cartes d'électeurs, des problèmes de cartes défectueuses. Bon, pas forcément défectueuses. Des cartes, ils ont pas fait un travail convenable. Ça veut dire que quand on choisit des séries de cartes, surtout pour des cartes à impression laser comme ça, il faut une bonne sensibilisation après sur la conservation des cartes. C'est là où la CENI a pêché un tout petit peu. On dit, on fait des économies, puisqu'il y a des cartes d'identité qui doivent être imprimées sur la même ligne budgétaire que nous, avec la même base, on ne peut pas faire les choses deux fois. On imprime une carte d'électeur qui est une carte provisoire, juste pour les élections. Après, il y aura une carte d'électeur dont on a réduit sensiblement le délai encore de... Même en termes de conservation, il y a un problème. C'est ce que je vous dis. Même dans un portefeuille, la carte c'est la mauvaise chose à faire. Perd sa qualité. C'est une carte d'électeur. Je pense que c'est une carte qui doit être exposée à l'air, à l'atmosphère naturelle. Il faut éviter les portefeuilles parce que le frottement fait perdre l'écriture. Il faut éviter tout endroit qui peut occasionner les frottements dans l'entrée et sortie. Ça, c'est la première des choses. Je ne reviens pas sur des détails techniques, c'est le travail de la CENI. Mais je crois que les critiques, notamment sur ces processus électoraux, sont beaucoup plus venues sur la question du fichier électoral et particulièrement la question de l'audit. Mais aussi cette prouesse réalisée par la CENI qui n'a eu que 7000 électeurs dans la première zone électorale, dans la première phase, pour finalement atteindre 47-48 millions d'électeurs après. Les gens n'ont pas compris comment ils ont fait, mais je crois que c'est possible avec les ajustements d'ordre technique. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a peu de contestations. Si jamais le Congo ou cette CENI-là n'avait pas vraiment enrôlé les gens comme ils l'estiment, on aurait eu des contestations en termes de nombre d'enrôlés. Jusque-là, il n'y a personne qui se plaint, non, moi je suis allé, mais je n'ai pas eu ma carte. Très bien. Il n'y en a pas. Et ce qui fait aussi que quand vous regardez, les statistiques existent, on est un État. Quand on regarde la croissance démographique de la République démocratique du Congo, on est parti sur une base de 41 millions d'électeurs. Logiquement, la marge de progression après 5 ans, c'est avoir, à la limite, 43-45 milliards d'électeurs. Donc on est dans une fourchette très logique qui statistiquement s'explique, mais aussi, la vérité, il faut dire aux gens que les contestations dans le processus électoral sont traditionnelles, sont dans l'ADN de la terre politique. Je disais tantôt, l'élection de Kadima avait posé problème parce que les confessions religieuses entre elles se sont déjà entrées dedans. Il y avait un conflit d'intérêts. Déjà dès le départ, ce qui fait que dans la suite, puisque ceux qui sont censés apporter la crédibilité sont eux-mêmes source de contestation, ils ont presque gâché les choses. Mais aussi, au regard de politique, il faut le dire vrai,
un opposant ne croira jamais à un processus électoral Très bien. organisé. Très bien. Parce qu'ils estimeraient toujours que c'est un truc du pouvoir. Très bien. Mike Dardy Diana, j'ai retenu quelque chose dans votre intervention. Vous parliez de la misère intellectuelle, parce que ce sera par rapport au deuxième sujet de notre émission. Quel choix pour le peuple par rapport aux élections de 2023? Les élections arrivent, les candidatures sont déjà déposées, validées par la CENI pour certaines au niveau des législatives nationales. La présidentielle, c'est celle qui est en cours. Déjà à partir de ce samedi, on va ouvrir les portes pour recevoir quelques candidatures. Lorsque vous regardez l'homme politique congolais, lorsque vous regardez le peuple congolais, pensez-vous qu'il y a vraiment un mariage d'idéologie entre le leader politique et sa base? La politique congolaise d'abord n'a pas comme arc-boutant les questions idéologiques. Ils ont l'habitude de nous bombarder, parti écologiste, parti démocrate, parti socialiste. Parti socialiste, mais le fond, on sait que c'est du pipeau, ça n'a rien à voir. C'est juste pour faire genre, comme on a l'habitude de faire du mimétisme. Mais je crois que le rapport entre le politique et le peuple, c'est ce que nous on appelle en communication, il existe déjà depuis belle lurette une crise de politique. C'est-à-dire que la société est une trilogie, où il y a justement les décideurs, il y a les dirigés, mais il y a aussi le quatrième pouvoir, la communication, qui est un travail important dans ça. Mais voilà que dans le tandem entre cette trilogie, il y a vraiment une rupture énorme. J'ai parlé de la misère intellectuelle dans le sens où le problème n'est pas encore au niveau de la grande masse, mais dans le chef de ceux qui dirigent. Le Congo est un État rempli de gens surdiplômés. Le Congo est un État rempli de gens intelligents. C'est ça le paradoxe. Mais le comble est que cette intelligence, on remet en question parce que elle perd sa valeur face à une culture qui est devenue presque endémique. C'est la culture de l'individualisme et la culture de la kakistocratie. Je m'explique. La kakistocratie, c'est cette ville, un peu comme à la manière congolaise, quand Alain Kachal accède au pouvoir, autour de lui, il ne veut pas avoir des gens aussi compétents que lui. Exactement. Pour craindre justement cette concurrence, il risque de prendre ma place. On s'entoure de gens, je ne vais pas dire bêtes, ça serait moins compétents. Des gens moins compétents, des gens qui seront complètement subordonnés à nous. Des gens qui vont nous chanter, qui vont chanter à notre gloire, mais dans le fond, techniquement, qui ne vont pas vraiment nous apporter quelque chose. On préférait aller chercher les compétences techniques quand le besoin se présente, dehors de manière ponctuelle, mais pas en avoir en interne. C'est ça. Et le Congo est devenu une société kakistocrate, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a eu une rupture énorme. Quand vous posez la question, quelle candidature pour le peuple? La candidature qu'il faut au peuple, est-ce que le peuple doit d'abord commencer par vaincre son problème d'inculture? L'inculture commence par quoi? Comprendre le caractère sacré du vote. Très bien. Sortir de ce que moi je qualifie de marché électoral. C'est quoi un marché? Je viens vendre ma voix. Tu me donnes en contrepartie quelque chose en nature ou en espèce, moi je te donne ma voix. Très bien. En fin de compte, ne soyez pas étonnés que les mêmes personnes après prennent des distances parce que c'est à coup de billets, à coup de dépenses énormes qu'ils ont acheté cette voie-là. Ils vont avoir le temps de pouvoir faire ce qu'on appelle un retour sur investissement. J'ai beaucoup dépensé. C'est refaire une santé financière. Il va se refaire, il va récupérer ce qu'il a dépensé pendant la campagne électorale. Or, le souci de pouvoir amener le suffrage universel direct, c'est faire en sorte que vous qui êtes les gens qui vivent la réalité au quotidien de la société, décidez de ce que vous voulez et de qui vous envoyez. La notion du pouvoir, ou encore la notion de l'élection, ce n'est pas une scission de compétences ou encore de pouvoir, mais c'est le principe de délégation. On vous délègue là-bas pour parler en notre nom. On veut être le choix du peuple. Or, pour garder la même mise sur celui qui parle en votre nom, il ne faudra pas lui être rédévable. Ça doit être le contraire. Lui doit vous être rédévable. Il dit, si je suis ici, c'est à cause d'eux, donc j'ai l'obligation de faire les choses en leur nom, à leur intérêt. Dès lors que le rapport de force change, c'est vous qui êtes rédévable à lui parce qu'il vous a donné des moyens. Quand vous venez dire, mais yo, j'ai même sorti ta femme à l'hôpital. Qu'est-ce que ça vaut avec ce que lui gagne en termes de notoriété, d'argent pendant 5 ans, contrairement à ce que toi tu aurais gagné si il partait là-bas avec un projet convenable. Le peuple doit vaincre cette inquiétude, mais deuxièmement, avoir l'habitude de parler un langage commun et savoir déterminer les intérêts communs. Dès lors qu'on vit dans la communauté, l'élection, même au niveau de la réputation, c'est une question de la représentation. Dès lors que la communauté ne sait pas identifier ses vrais besoins et choisir la personne qu'il faut pour pouvoir parler en leur nom, on aura toujours ces sentiments-là d'être dupe, ces sentiments-là d'être
un peu dupé avec le technique, les effets halo, où des gens viennent avec de beaux discours, après ils partent sans rien donner. Je rappelle que ces parlements, à chaque fois, est renouvelé à, à presque 80% ou plus. Ça prouve à suffisance que chaque fois, il y a cette forme d'insatisfaction vis-à-vis du mandat qu'on donne aux élus. Mais après, au-delà de la sanction, il faut s'arrêter et voir quel est le vainqueur. Le problème n'est pas les gens, le problème c'est nous qui envoyons les gens, nous leur envoyons sur base de quelle mission. Très bien. Mike Gardidiana, vous venez un peu de nous dispenser le cours de communication politique lorsque vous nous parlez même de la misère intellectuelle. Je vais vous laisser cet espace justement pour vous adresser à la population. Moi, je ne voudrais pas que notre peuple, cette fois-ci, puisse élire les banabitines des acteurs politiques, mais puisse élire les vrais représentants du peuple. Vous avez cet espace ici, 2 minutes. C'est moi qui présente l'émission maintenant. Ouais, cette fois-ci, c'est vous-même qui présentez. Adressez-vous à la population, comment elle va faire pour élire les vrais, ceux qui méritent d'être là. Même ça me fait penser à l'église. Mais bon. Allez-y. Je crois que merci à Bomoko TV et à Alain Kachala pour cette initiative. Je crois que les initiatives de sensibilisation, c'est un élément essentiel. Nous, on a opté pour une forme de démocratie où le mandat est électif. Mais le problème, c'est que pour pouvoir savoir élire, il faut connaître quels sont les fondamentaux. Voter n'est pas un fait anodin. Car la voix qu'on va mettre, le bulletin qu'on va mettre dans l'urne est autant déterminant pour l'ensemble de la survie de la République. C'est une légitimité qu'on donne qui finira par engendrer une légalité à un candidat qui peut agir en notre nom. Cette fois-ci, quand vous avez en face de vous un candidat, lisez son programme. Ayebi Sabino et le Konina Lingi Kosala, mais à Soukawanata Sabino Ndengeni Kosalango, et puis José Sokiazana Makoki à Osalango. À la limite du possible, quand vous avez un candidat, évitez à Rotia Makambouambongo avant. Écoutez-le d'abord et jugez de son intelligence, de son intégrité. En tant que communauté, vous avez même la possibilité, quand vous êtes chef d'une communauté, enquêter sur le candidat, comment il vit, qui il est, avant de pouvoir lui laisser le soin de pouvoir décider du sort ou encore de représenter toute une communauté. Mais en gros, au candidat, après autant de cycles électoraux, je vous assure que n'exacerbez pas la crise des politiques. Apprenez à vous entourer des gens compétents qui vont vous aider à déchiffrer et à pénétrer le contexte sociologique des Congolais pour que vous sachiez exactement, pas tomber dans la démagogie. Un expert en communication ne viendra jamais là pour vous conduire à mentir. Mais il vous aidera à établir ce que nous on appelle un storytelling. Quelque chose qui est en phase avec ce que vous êtes et ce que vous êtes censé faire. Apprenez à respecter ce travail-là. Mais au-delà de ça, ayez des conseillers économiques, politiques, efficaces autour de vous qui vont aider à constituer une équipe qui vous permettra d'être un politique établi dans les temps et dans l'espace. Ça ne sert à rien d'être aujourd'hui, pendant votre période, être un candidat aimé et adulé par les gens, mais après votre mandat, on va presque vous oublier, on vous mettra dans la liste des détourneurs et des voleurs. Je crois qu'on aura suffisamment de temps de pouvoir continuer à parler de ce qui est de la culture électorale, mais vous avez aussi la responsabilité, vous et vos formations politiques, à faire comprendre aux Congolais ce que c'est le mandat électif et à différentes échelles. Je sais que vous ne voulez pas le faire parce que vous vous servez de cette facilité pour la démagogie, mais croyez-moi, une population avertie vous aiderez même vous en termes de jugement de valeur. Moto a yebi rôle ya député, a inayote parce qu'au pessier au tongeli est ponté. A juger en fonction à mosala na ou sala na parlement et ça te sécurise toi. C'est comme un enfant qui a grandi chez moi à Kimbilangundu. Quand tu lui demandes ce qu'il peut faire dans la vie, il te dira jamais il va être astronaute ou pilote parce qu'il n'a jamais vu d'avion, il ne sait même pas ce que c'est. Je crois que cette fois-ci, il faut voter utile parce que dans un tournant, Moko décisif.